Super. Bah, je vous propose de démarrer cette soirée. Ça fait super. Donc, je vais vous faire une présentation sur un outil qu'on a créé, qui s'appelle Schnapps. Le nom, oui, en fait, le nom, il vient du fait qu'il y a apps dedans pour gérer nos applications. Sinon, c'était plus marrant que vraiment un jeu de mots quelconque. Voilà. Et en fait, tout le but de cet outil, c'est de pouvoir gérer des VM chez nous. Et je vais vous expliquer pourquoi nous, on a besoin de gérer des VM. Tout d'abord, pour que vous ayez un peu du contexte, ce projet a été créé dans un second projet, dans un autre projet, qui s'appelle Byte Arena. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Merci. Bientôt. Donc en fait, c'est un jeu où, en fait, c'est pas vous qui jouez. Le but de ce jeu, c'est que vous créez un programme qu'on appelle un agent, ou ici un fighter. Cet agent, c'est du code. Vous allez contrôler en fait cet agent dans notre plateforme. Et en fait, le but de ce jeu, donc c'est d'une part de pouvoir apprendre à coder. Enfin, on assume que vous savez coder, mais c'est d'apprendre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle ou le machine learning ou qu'importe les algos en fait. On recommande de faire ça. Vous pouvez utiliser un simple moteur de règles, donc basé sur des if et des else. Enfin, en fait, vous faites absolument ce que vous voulez. Et en fait, j'ai une petite démo. Super. Donc en fait, ça c'est notre premier prototype où vous voyez un agent qui tire devant lui. Donc là, en fait, le but de ce jeu, c'est de tuer votre adversaire qui est quelque part sur la map. Je pense qu'on va pas en voir, mais en tout cas, croyez-moi, il y en a d'autres sur la map qui tirent aussi. Bon voilà. Bah, c'est cool. Donc en fait, ça explique pas pourquoi on utilise des VM d'ailleurs. Le pourquoi on utilise des VM, c'est que ces agents, vu que c'est du code qui a été produit par les développeurs, et vu qu'on a des développeurs qui adorent tout casser chez nous, on aimerait qu'ils soient isolés dans notre système et qu'ils puissent discuter librement et d'un point de vue sécurité aussi. Donc voilà. Donc en fait, ce qu'on souhaite, c'est que les agents ne peuvent pas communiquer ensemble, vu qu'ils ne sont pas censés le faire. Parce que imaginez un agent envoie 1 milliard de paquets par seconde sur un autre agent, ça risquerait de dégrader ses performances et donc ses performances de jeu aussi. Et il n'a pas le droit de communiquer avec nos services, vu qu'il pourrait attaquer nos services, c'est pas du tout ce qu'on a envie. Et il n'a pas le droit de communiquer avec Internet non plus, vu qu'il est dans un environnement contraint. On n'a pas envie qu'il aille taper sur les API, etc., etc. Donc en fait, pour résumer, il est censé voir uniquement la reine. Donc la reine qui est notre serveur de jeu. Il y a un aspect performance qui est très important aussi. Donc, moins la latence est élevée entre la reine et l'agent, mieux l'agent se porte au final. Il pourra faire des décisions plus rapides, des décisions de jeu, du coup. Donc du coup, ça implique d'avoir le moins de... Je sais pas comment dire en français, mais le moins de connexions dans le réseau possible. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé traverser une quinzaine de bridges, des routeurs, c'est sur un seul serveur physique d'ailleurs. C'est pour éviter toute la latence liée au réseau et toutes les fautes qui peuvent s'en suivre. On a aussi une petite contrainte de volumétrie. En fait, chaque arène génère 6 gigas de données par jour. Donc une arène, c'est juste 4 joueurs qui sont connectés et un serveur qui discute. Donc en fait, on a une volumétrie qui est très élevée, on va dire. Alors que ceci dit, le jeu n'est pas encore lancé, mais tout ça, on a été obligé de le prendre en compte. Ça, c'est notre infra. Je ne sais pas si vous arrivez à la lire. Bon, c'est pas grave. En fait, on a des services qui sont frontaux. Donc ça, les agents ne sont pas censés y accéder. Ils sont censés y accéder, mais uniquement via nos services. Après, on a des services dits qui sont pas accessibles à l'extérieur, mais qui sont indispensables à notre jeu. Typiquement, on a notre stack de gestion de monitoring, pardon. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être accessible par justement le Schnapps en question et qui doit être accessible par nos services vu que c'est notre plateforme de monitoring. Voilà. C'est juste pour vous dire que dans cette infra, il y a des choses qui doivent être accessibles et il y a des choses qui ne doivent pas l'être. Donc on est parti avec Docker. Je pense que vous êtes tous habitués à Docker. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette erreur.
En fait, cette erreur, d'ailleurs, c'est pas lié à Docker. C'est pour ça que j'ai rajouté kernel entre parenthèses. C'est une faute du kernel qui est déclenchée par Docker cependant. Mais en fait, à chaque fois que vous lancez un conteneur, Docker va créer une interface réseau. Et dans certains cas, je ne peux pas vous dire lesquels, l'interface réseau va être persistée, je pense, et va pas être supprimée. Et au bout d'un moment, donc nous c'était tous les jours à vrai dire, mais au bout d'un moment, il y a tellement d'interfaces réseau, il y a tellement de différences entre ce que Docker pense et ce que le kernel voit, qu'il y a un crash complet de la stack réseau et du kernel en fait. Donc ça, on en avait tous les jours et c'était... notre projet était inlançable en fait. Ça, c'en est un. On en a eu d'autres. Je suis désolé, il y a mon emoji qui pleurait là-haut qui est pas dispo. Bref, on en a eu d'autres. Donc on a vu des corruptions de l'état même de Docker. Donc c'est l'état interne de Docker qui se corrompait. Donc c'est super cool. On a des leaks aussi de volume. Donc à la fin de la journée, on avait 100 gigas sur le disque. On ne savait pas quoi en faire parce que c'était à Docker et Docker ne savait pas quoi en faire non plus manifestement. Ça c'est des phénomènes un peu moins assez étranges, je dois dire. On ne sait pas encore les expliquer, mais on s'est retrouvé une fois avec un too many open files. Étant donné que la limite de la machine était déjà à 300 000 open files possibles, on a très vite vu que le démon Docker il tenait plus de 200 K fichiers ouverts. Et donc du coup, ça a aussi causé un crash de la plateforme. Et ça, c'est très certainement lié à la feature de health check de Docker qui a été introduite dans une nouvelle version de Docker qu'on a utilisée et on n'aurait pas dû apparemment. Il y a un second truc qui est aussi inexplicable, c'est que on s'est connecté sur la machine un matin et on avait 4 millions de processus qui tournaient, alors que non, et on n'avait aucun zombie et encore un phénomène inexplicable et au final notre serveur a aussi crashé à cause de ça. Donc on a eu beaucoup de problèmes avec Docker. On n'a pas eu beaucoup d'aide, à vrai dire. Ça, c'est la réponse de ma rivière de tweets. Donc en fait, c'est là où j'introduis Schnapps. Donc à droite, vous avez en fait la stack technologique derrière Schnapps en fait. Donc tout en bas, tout en haut plutôt, il y a le kernel. Juste en dessous, vous avez un truc qui s'appelle KVM, qui s'appelle Kernel Virtual Machine, qui est en fait un module de virtualisation légère dans le kernel. Par défaut, je pense. Au-dessus de ça, il y a un truc super léger qui s'appelle QEMU. C'est aussi utilisé dans les émulateurs de console, si je pense. En fait, ouais, il fait la translation d'instructions d'une version de CPU à un autre. Enfin bref, en tout cas, il nous sert à lancer des images et dans ce KVM en question. Au-dessus de ça, on commence à rentrer dans notre code. Donc tout en bas, vous avez Schnapps, qui va demander à QEMU de demander à KVM de demander au kernel de lancer des VM. Et au-dessus de ça, vous avez nos services Schnapps internes que je vais vous présenter dans un instant. Oui. Donc un des services, c'est qu'on avait besoin d'un DNS. Pourquoi on avait besoin d'un DNS, premièrement? C'était cool pour nos développements, parce que quand vous lancez cette VM en local, et que tous ces services, c'est des noms de domaine à résoudre qui n'étaient pas dispo sur mon environnement local. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé un DNS qui me permettait de rediriger vers des IP qui étaient disponibles sur mon poste local. Donc ça m'a déjà permis de développer Schnapps en local, ce qui est plutôt cool. Après, ça vous permet de faire d'autres choses, parce que quand vous avez un DNS, vous pouvez renvoyer n'importe quelle adresse IP de vos services. Donc ça peut vous servir de load balancing, de routage, enfin ce que vous voulez. Tout ce que vous attendez d'un DNS, on l'a implémenté. Bien sûr, il gère des processus KVM. Donc, je ne sais pas si vous êtes habitué à avoir du Go. Bon, c'est pas grave. Ce que je vais vous montrer ici, c'est que la déclaration d'une VM est très simple en fait. Vous pouvez lui attacher plusieurs interfaces réseau et de types différents. Là, en l'occurrence, je demande à me connecter sur une bridge. Vous lui donnez un identifiant, donc c'est juste un nom, quoi. Et après, vous avez des specs, mémoire, nombre de CPU, un peu ce que vous voulez, et l'image du coup à lancer. Et après, vous le lancez. Ça vous donne une VM du coup.
Du coup, on a le problème de lancer des VM. Donc on a le problème de où, quand, pourquoi, comment, etc., etc. On a développé un truc qui s'appelle le VM Scheduler, qui en fait, actuellement dans notre infra, je peux vous certifier qu'on a 3 VM qui tournent. Et le pourquoi je peux vous certifier, c'est qu'on a cet outil qui nous permet de s'assurer qu'il y a toujours 3 VM qui tournent. S'il y en a une qui meurt, il va en relancer une. S'il y en a une qui est plus dispo, il va la killer, il va en relancer une. Si on en demande d'augmenter notre pool de machines, il va le faire. Ça, actuellement, on est lié sur une seule machine, mais à terme, on peut déployer sur du Amazon on-premise, par exemple. C'est-à-dire que si maintenant je veux lancer une nouvelle partie, on peut très bien aller pinguer Amazon, demander une nouvelle instance, déployer notre image dessus, et boum, on a notre serveur. Ce qui est, c'est pas le cas actuellement. Après, on a aussi un petit moyen un système de health check pour déterminer si notre instance, si notre application au sein de la VM est healthy ou pas. Donc si elle est cassée parce que XY, on va tuer la VM, on va la relancer à nouveau. Donc voilà. Donc après, la VM a besoin de discuter avec le monde extérieur. Et pour avoir la plus petite surface de connexion avec le monde extérieur possible, on a installé un serveur de métadonnées. Donc c'est un bête serveur HTTP avec une intégration correcte avec Schnapps en fait. C'est juste, ça sert à véhiculer des informations. Quand vous êtes au sein de la VM, vous pouvez faire un curl sur ce truc et avoir toute la configuration que vous avez déclarée ici. C'est juste un moyen de passer les informations. Voilà, c'est exactement ce que je viens d'écrire. Du coup, vous avez aussi un autre souci, c'est que maintenant que vous avez des VM et plus des conteneurs, vous devrez adresser les adresses IP parce que c'est pas... Théoriquement, ça se fait magiquement, mais c'est pas le cas si vous n'avez pas de serveur DHCP. Bah, du coup, on a dû implémenter un serveur DHCP. Bon, à vrai dire, je vous mens un peu, c'est pas un vrai serveur. Il n'y a pas de ports qui sont ouverts. Parce que ce qui est important ici, c'est qu'on délivre des IP et on gère un pool d'IP en fait. Après, il y a autre chose du coup. C'est que si maintenant on passe sur des VM et non sur des conteneurs, on a le souci de la taille de l'image. On a le souci des performances aussi. On n'a pas envie de faire tourner le monde entier dans notre VM. On s'est tourné sur un outil qui s'appelle LinusKit, qui est développé par Docker, mais du bon côté de la force. Et donc LinusKit, en fait, c'est juste un moyen pour bundler des applications et un système d'exploitation de façon très minimaliste, si je peux dire. Donc en fait, vous avez, je vais vous montrer une description de nos images qu'on utilise. Vous avez une gestion plus fine des namespaces. En fait, si vous voulez, Docker, il vous a abstrait toute la gestion des namespaces. Donc quand vous lancez un conteneur, lui, en fait, il va créer plusieurs namespaces, donc pour le réseau, pour l'utilisateur, etc., etc. Vous n'avez pas la main dessus. LinusKit, c'est tout l'inverse. C'est qu'il va rien créer par défaut. Et c'est à vous, dans la configuration, de dire ok, je veux que mon application tourne dans ce namespace. Réseau, je veux ce truc, etc., etc. Et en fait, ça vous donne une gestion beaucoup plus fine. Et nous, on est capable d'exposer des services à d'autres services, en fait. Alors qu'à l'inverse, on est capable de couper le network en deux, par exemple, dans une seule machine, pour éviter que des services se voient entre eux. J'espère que vous arrivez à le lire. Ça, c'est, je vais passer très rapidement. En fait, vous déclarez votre kernel, donc vous pouvez choisir la version. Vous pouvez développer au prod kernel si vous voulez. Vous avez des scripts d'initialisation, et après vous avez vos services. Donc c'est super simple. Et en fait, ça, une fois que vous l'avez lancé dans leur outil, ça va vous générer une image exécutable, bootable par une VM. Et c'est comme ça qu'on génère du coup l'image qui tourne dans notre VM. C'est toujours en développement, donc il y a toujours des trucs à faire. Mais actuellement en prod, on n'a pas de monitoring au sein des VM, ce qui est quand même problématique. Il y a plusieurs pistes. Ici, on pourrait très facilement rajouter un service qui se connecte à nos services, qui remonterait des stats de monitoring. Donc c'est d'ailleurs ce que je compte faire. Je l'ai juste pas encore fait. Après, il y a quelque chose qui est pas mal aussi, vu que notre contexte, c'est de créer un serveur de jeu et de pouvoir lancer des agents dedans et communiquer avec eux. On peut très facilement stopper la VM complètement parce qu'on a, je sais pas,
une autre partie plus importante, et on est capable de la relancer plus tard. Enfin, pas de la relancer, de la résumer. Et ça, avec des conteneurs, c'était pas possible avant. Donc ça nous donne une certaine liberté, si je peux dire. Donc la question, c'était combien on avait de conteneurs Docker en prod. Donc pour justifier ces problèmes-là. En fait, on avait donc nos services, ça représente, je pense, 8 conteneurs. Donc c'est des services basiques. Hein. Ah, ben, d'ailleurs. Donc ici, tous les carrés rouges, c'est des conteneurs chez nous. Le vrai problème, c'est qu'on lançait tous nos agents dans des conteneurs. Donc sur une partie, ça représente 4 agents, 4 conteneurs, 4... Et en fait, les parties, c'est toutes les 10 minutes. Donc toutes les 10 minutes, on lançait 4 agents, donc 4 conteneurs, pardon. Et au bout de la journée, on lançait des centaines et centaines de conteneurs, en fait. Et je pense que, manifestement, Docker a beaucoup de mal à gérer ce genre d'utilisation. Donc la question, c'était, est-ce qu'on a introduit un orchestrateur pour gérer ce genre de problème? En fait, le souci... Déjà, on n'avait qu'une machine, donc si jamais, étant donné qu'on était en développement, si on avait ce genre de problème sur la machine, l'orchestrateur, il aurait pété avec. Donc, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Mais après, je pense pas que ça aurait réglé ce genre de souci parce qu'on lance toujours des conteneurs. Et d'ailleurs, ce que j'ai pas dit, c'est qu'on lance toujours des conteneurs, mais on a réussi à mettre nos problèmes sous le tapis parce que c'est à l'intérieur de VM. Donc on est capable de détruire ces VM et d'oublier ce qui s'est passé. Et donc du coup, on n'a plus ce genre de problème. Non, donc je vais répéter la question aussi. Combien de temps ça fait qu'on a... combien de temps on a pris pour développer ça? On a eu des régressions, effectivement. Il y a un truc que j'ai pas parlé, c'est que c'était très simple pour nous de récupérer les logs des agents, donc tout ce que log dans les stdout. Maintenant qu'on a une VM, on n'est plus capable de monter des volumes comme avant, donc c'est beaucoup plus difficile. Bon, ça c'est à nous de gérer, c'est pas Schnaps. On a eu énormément de temps à se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, une fois que ta machine crash, tu la relances, tu as SSH dedans et tout a disparu. Donc en fait, on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui se passait. Et j'ai eu beaucoup de mal à observer ça en vrai. Parce qu'une fois que tu n'as plus de PID, par exemple, tu peux plus te connecter sur la machine. Une fois que tu as trop de fichiers ouverts, tu peux plus faire un LS non plus. Donc c'était super difficile à débugger. Et pour répondre à ta question, ça fait 5 mois qu'on est sur le projet. On a dû le require 2-3 fois justement à cause de ce genre de soucis. Donc voilà, ça a mis énormément de temps.